certaines mauvaises herbes étaient déjà, dans certaines époques du Moyen-Âge, etc., c'était des plantes médicinales. Au 15e, 16e siècle, par les moines, servaient à soigner les gens. Okay? Et ici, waouh, on a des mauvaises herbes. Tout est lié au pétrole et au cours du baril. Ton produit que tu vas mettre sur ton champ, il va être relié au prix du pétrole. Ton gasoil que tu vas mettre dans le tracteur aussi. Les engrais aussi. Les engrais aussi, effectivement. Et que sans pétrole, tu ne peux plus produire tes champs. Un paysan, la définition d'un paysan, c'est la personne qui respecte et défend son paysage. Okay? Le paysan, c'est ça. Le paysan observait énormément. Il est quand même maintenant courant d'étonner les jeunes agriculteurs à l'intérêt de la Lune sur les semis. Okay? Et là, c'est comme si on était mystique. Okay? Et l'outil plus performant, ce ne sera pas pour mettre plus d'argent dans nos poches, ça va être surtout pour essayer d'avoir un produit de plus en plus accessible. J'espère avoir la collaboration des boulangers pour ne pas continuer à profiter de façon exagérée, mais de répartir la richesse à tous les maillons et donner l'accès de plus en plus facile à la saine alimentation auprès des citoyens. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Et donc, nous voici donc dans cette deuxième partie, donc cette deuxième rubrique, la levée des mystères, où on est déjà pas mal rentré un peu en détail dans les sujets. Donc. Mais avant ça, deuxième petite rubrique d'introduction, bien ou mal. Alors, première question, bien ou mal. Bien ou mal, de moudre sur cylindre ou meule de pierre, selon le type de grain. D'avoir une... Encore le joker, parce que c'est ni bien ni mal. Non, c'est... Bon, on reviendra sur. Du coup, bien ou mal de retravailler des blés anciens. On en a parlé. Complètement. Bien ou mal d'accepter un coût plus élevé pour des pratiques plus durables. Ah ben complètement, on est à 200% là-dedans. Et bien ou mal l'image qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Oula, ça c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est selon ton point de vue, en fait, c'est plutôt c'est pour ça que c'est subjectif. C'est une compagnie de sondage à répondre. Oui, exactement, mais de ton opinion. Moi j'ai une bonne perception, tu viens dans mon frigo, oui, non, mais toi, il y a 95% de produits biologiques. Exactement. Mais je peux pas moi répondre qu'est-ce que pense la population. C'est une compagnie qui est habilitée à ça qui va. Et la dernière question, bien ou mal qu'un produit biologique est toujours meilleur qu'un produit non biologique? De penser quand même, du moins. Non, c'est complètement faux ça. Merci d'avoir répondu à ces questions. J'aimerais quand même ajouter que le fait que ce soit inscrit biologique, n'est pas un gage de qualité. Non plus. Non, c'est pour ça que je te posais cette question. Si je fais un produit biologique dont l'origination peut venir de Chine, d'Inde, d'Amérique du Sud, je parle ici en termes de grains. Oui, tout à fait. Avec pas seulement des coûts de transport, mais avec une normalisation qui n'est pas toujours exactement ce que nous l'habitude d'avoir. J'en parlais justement. Avec une traçabilité qui, des fois, peut laisser questionnable en tous les cas. Alors que peut-être le producteur Tartampion qui est ici dans la vallée, qui a peut-être pas décidé d'être biologique, mais qui fait tout et qui n'utilise pas d'intrants de synthèse, etc., je te dirais que je suis plus enclin à encourager mon Tartampion dans la vallée qui n'utilise aucun produit de synthèse, mais qui n'est pas bio. D'ailleurs, nous, ici,
on fait à peu près 16% de produits non biologiques pour encourager les gens éventuellement à s'en aller vers le bio. Vers le bio, en fait, Voilà. c'est comme une passerelle pour pouvoir faire une transition plus douce, parce qu'on ne peut pas tous passer des fois du... Exactement. Je parlais et puis j'imaginais, on ne peut pas toujours être boulanger et être 100% biologique, certifié bio, sur le vin ou à 100% le vin. Ouais. Et justement, quand on est, nous, comme ça, et que tu es toi, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir en fait aider à transitionner quelqu'un, s'il le veut, à petit, graduellement, parce que ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, tout casser pour reconstruire, c'est toujours pas... Je te dirais, pour nous, pour moi en tous les cas, le biologique n'est pas une religion. Ouais, c'est une certaine garantie, mais quand bien même, moi je vais chercher du biologique, oui, je vais me déplacer et faire 25 km pour aller chercher un produit biologique maraîcher chez le producteur maraîcher et qui met son énergie, sa personnalité et son engagement et qui travaille en famille et qui cultive vraiment avec amour et passion. Et ça se ressent, hein, ça, dans le produit. Exact, ouais, mais en fait, c'est comme on dit souvent par humour dans la boulangerie où je travaille, voilà, on a mis un ingrédient secret, c'est l'amour et la passion. Mais je pense qu'effectivement, aimer, se lever le matin, être heureux de ce qu'on fait, mettre de la passion, de l'amour dans son travail, ça se ressent forcément sur le produit fini parce que tu y ajoutes une plus-value. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant la semaine dernière. Comme je le disais, on a reçu des boulangers d'un réseau de boulangeries bien connu à Montréal. Et comme je disais, il y avait autant de paires de mains qu'il y avait de nombre de boulangeries. Hein. Et avec les mêmes pâtes, pétries de la même façon, les mêmes recettes. Il y avait une vingtaine de paires de mains, un peu plus. Hein. Ouais. Il y avait une vingtaine de pains différents. Et après cuisson, on était capable de dire c'est le pain de tel boulanger, tel boulanger. C'est sûr, et c'est pour ça que c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de certains de garder des recettes secrètes ou de ne pas vouloir partager, parce qu'en fait, tes produits, dans tous les cas, ils sont super différents selon la personne qui va la mettre en place et qui va l'utiliser. C'est fou. Que ce soit dans sa gestuelle, dans ses connaissances, dans ses compétences, ça ne va pas faire le même produit. C'est pour ça que j'en parlais d'ailleurs, je crois, dans l'épisode 2 avec un pâtissier. On ne voit pas l'intérêt de ne pas partager ses recettes. C'est pour ça que nous, on a donné les recettes qu'on a du gâteau de voyage qu'il nous avait fait. Parce que justement, faites-le. On va toujours avoir des produits différents et c'est ça qui est intéressant et qui amène aussi de la diversité dans notre métier, dans les choses. Parce que chacun amène sa patte, amène son intérêt. Je trouve ça intéressant de voir cette différence-là que tu peux avoir entre un produit et un autre selon la personne qui l'a fait. C'est quand même assez fou de se dire que l'humain rentre en compte. Non, c'est pas fou. C'est pas fou, mais que ta passion. C'est rassurant. C'est rassurant. Et de se dire que vraiment, les émotions limites que va donner la personne en faisant le produit va jouer sur la finalité. Et ça nous ramène à un côté, du coup, on aura l'occasion d'en reparler dans la troisième partie, de ce côté plus industriel au niveau de la philosophie qui, pour moi, est moins intéressant parce que justement, dans le fait d'industrialiser, tu vas enlever peut-être un petit peu d'humain et enlever ce savoir-là, cet intérêt-là, que de prôner un artisan local, ton maraîcher local, ton fromager local, ton boulanger local, qui lui va t'amener une plus-value et un intérêt et créer de la diversité dans le pays ou l'endroit où tu es, parce que chacun va pouvoir un truc différent, et des saveurs différentes, et en fait, va amener même du terroir. En fait. C'est ce qui fait que la France aujourd'hui, elle est réputée au niveau de sa gastronomie. C'est que chacun amenait sa propre popote, chacun faisait ses propres recettes et avait une diversité de recettes différentes que de industrialiser des choses au plus grande échelle. Enfin, ça, c'est mon opinion, évidemment. Hein. Elle est claire, elle peut être critiquable sur certains points, je l'entends. Mais pour, du coup, revenir à cette deuxième rubrique, la rubrique La levée des mystères. Donc, on a déjà parlé pas mal de la qualité du grain et on a parlé un petit peu de blé ancien tout à l'heure. Pour toi, la qualité donc, d'un blé ancien, en quoi elle est meilleure et qu'est-ce qu'elle peut apporter au niveau de la panification en boulangerie, de reproduire en fait du blé ancien, de le retravailler. Qu'est-ce que ça peut pour toi apporter au métier? Des intérêts nutritionnels, ça pourrait apporter selon toi? En fait, c'est un ensemble. Si on commence
déjà par l'origine, la production agricole. Souvent, les blés anciens, en fait, l'industrie a ce qu'on appelle nanonisé les blés. Donc, on a rendu nains des blés qui étaient à 1,50 m, 2 mètres de haut. On les a raccourcis pour venir à la hauteur des genoux, à 80-90 cm, pour des raisons techniques. Et techniques de révolution agricole, ce qu'on a appelé la révolution verte. La révolution verte qui est venue après la Deuxième Guerre mondiale, qui a introduit la machinerie partout, qui a introduit d'abord la fertilisation. Il faut savoir que le nitrate d'ammonium qui était utilisé pour les bombes, à un moment donné, la guerre est finie, tu fais plus de bombes, ok? Mais tu retrouves des stocks et des stocks et des stocks de nitrate. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, une observation de certains champs de bataille où la guerre finit, la nature reprend ses droits, mais la nature, dans les champs de bataille, reprend plus ses droits qu'ailleurs. Okay? À cause de quoi? Comment ça se passe? Et là, finalement, de s'apercevoir que ces nitrates qui avaient été bombardés avaient donné à la nature un boost, un stimulant important. Okay? Et donc, assez rapidement, on a des stocks incroyables de nitrates. Pas oublier Beyrouth, Beyrouth qui a sauté. Il y a arrêté, oui, je me souviens de la news. Je veux dire, ils l'ont senti passer à quelques kilomètres à la ronde. Et c'était simplement un stock d'engrais. Okay? Ouais, mais bon, les engrais aujourd'hui sont des engrais souvent azotés. Oui, mais c'est ça, les nitrates, c'est ça. Donc voilà, il y a cette révolution industrielle qui demande, premièrement, à mettre ces fertilisants, puisqu'on en a en stock. On voit qu'on est capable d'accélérer le végétal et de lui donner un booster et d'augmenter les rendements. Mais il faut l'appliquer. Puis après ça, puisque on applique énormément de fertilisants, puisqu'on densifie la population au mètre carré, la population d'épis, c'est comme l'histoire de l'élevage d'un poulet. Si dans une pièce comme ici, tu élèves 2 poulets ou 3 poulets, tu n'as pas de misère. Tu en mets 250 dans la pièce, puis si tu ne donnes pas un peu d'antibiotiques, de ceci et de cela, ils vont tous crever les uns après les autres, parce que c'est trop dense. Les cultures européennes ont été montées à son paroxysme pour arriver à une densification incroyable. On est passé de 4 tonnes à l'hectare de blé à 10 tonnes, 11 tonnes de blé à l'hectare, ok? Et ça a emmené énormément d'autres choses. C'est pas grave, on a la solution. Et la solution, évidemment, c'est de mettre l'aspirine pour ceci, l'aspirine pour cela, etc. Et donc, d'utiliser ces produits de synthèse. Ouais, mais quand on utilise ces produits de synthèse avec je m'excuse, mais j'allais jusqu'au bout de mon développement. Et quand on utilise ces produits de synthèse, qu'ils soient fertilisants ou qu'ils soient ce qu'on a appelé plus tard tous les pesticides, donc que ce soit des herbicides ou des fongicides, okay? Donc tous ces pesticides qui ont été dans en fait la conséquence de toutes les maladies fongiques et les maladies du feuillage ou de la tige, ou la gestion souvent de ce qu'ils ont appelé les mauvaises herbes. Okay? Je m'excuse, mais... On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas si mauvaises que ça pour certaines. Déjà, certaines mauvaises herbes étaient déjà des plantes qui servaient... Alors, à l'écosystème non pas seulement à l'écosystème, mais on peut regarder dans certaines époques du Moyen-Âge, etc., c'était des plantes médicinales. Et on appelle ça des mauvaises herbes, ok?
énormément de mauvaises herbes qu'on va identifier là maintenant. Au 15e, 16e siècle, par les moines servaient à soigner les gens. Okay? Et ici, waouh, on a des mauvaises herbes. Okay? En fait, on a une tendance, pour les gens qui s'intéressent plus à l'écologie, à appeler ces plantes des plantes indicatrices. Elles sont là parce qu'elles indiquent que dans le sol, un problème, un excès, un manque, etc., qui se passe sur le sol. Donc justement, un agriculteur averti, mais malheureusement les agriculteurs ne sont plus formés sur la botanique et la vie des sols. Ils sont des opérateurs de tracteurs. Parce que ça, quand tu vas à l'école pour apprendre le métier d'agriculteur, on ne va pas te donner ces informations-là. On va pas t'apprendre ces choses-là. Alors que... tu ne fais pas d'une école d'agriculture. Tu fais une école d'exploitation agricole. Ouais. C'est toute la différence. Ouais, c'est ça c'est peut-être ça le problème. Tu n'es plus un paysan. Un paysan, la définition d'un paysan, c'est la personne qui respecte et défend son paysage. Okay? Le paysan, c'est ça. On ne fait plus des cours à des paysans pour le respect des sols, de l'eau, de l'air, mais on fait des cours à des gens qui vont être endettés, à des gens qui vont devoir faire face à des investissements, donc on doit en faire des super gestionnaires. Qui dit super gestionnaire, qui dit super opérateur, okay? Et où on demande toujours, comme dans l'histoire du pain, à être de plus en plus efficace. Donc, ça prend de la machinerie qui va de plus en plus vite, qui fait des choses de plus en plus larges, où maintenant, ici au Québec, j'ai des producteurs que je connais, avec lesquels des fois j'ai déjà travaillé, qui cultivent 3000 hectares. 3000 hectares, ça commence à devenir un beau carré de sable. Hein. C'est pas mal déjà, ouais. 3000 hectares, tout seul. Ouais, mais c'est ça qui est pas mal. Tout seul. Alléluia. Ici, on est dans le merveilleux monde du Roundup Ready. Okay? Et voilà. Et maintenant, ces agriculteurs seuls, avec des technologies qui sont de plus en plus poussées. Tu rentres dans un tracteur. On parle même de drones pour conduire les tracteurs à ta place et qu'en fait, vraiment, les tracteurs fassent tout. Toi, tu sois plus. En fait, j'ai vu ce qui existe. Déjà, quand tu as les moyens. Je dirais, non, mais ces gens-là sont endettés, on leur prête de l'argent en masse. Et ça crée autre chose. Ouais, mais tu vas dans un tracteur actuellement. C'est bien plus performant technologique au point de vue de la technologie et de l'actualisation que tu as. Tu dois avoir en moyenne 3, 4, 5 écrans devant toi, okay, qui vont gérer toutes sortes d'informations et qui vont autopiloter non seulement ce que tu fais, mais des fois et souvent ce qui est fait avec toi. Je m'explique. Je récolte du maïs. Je suis dans ma batteuse. De ma batteuse, je vais non seulement, avec le GPS, piloter le tracteur qui s'en vient, à faire qui vient chercher le grain en même temps que je récolte. Là, il n'y a plus de chariot. Non. Ça suit. Et toi, tu pilotes le système qui vient à toi. Et aussi, tu pilotes le camion qui s'en vient et qui va recevoir le grain de ton chariot. Ils appellent ça des grain cars. En fait, c'est devenu presque, excuse-moi mais en fait c'est devenu Farming Simulator. Je ne sais pas si tu connais, c'est un jeu de mais et en fait c'est comme tu peux passer d'un onglet à un autre de ton camion qui va chercher ton grain à ton tracteur, alors que là c'est dans la vraie vie quoi. C'est devenu un peu mais c'est pour ça qu'aussi je voulais revenir, c'est la réalité. Et quand tu disais c'est ta révolution verte à un moment donné. Ouais, mais on parlait des grains anciens. On parlait des grains anciens, effectivement. Mais pour revenir sur le côté agricole, on a souvent cette image verte, cette image de l'agriculture, voilà, c'est la terre, etc. Mais au final, quand on y pense bien, les produits azotés, c'est le pétrole, l'essence dans ton tracteur, etc. Au final, c'est vachement noir, parce que tout est lié au pétrole et au cours du baril, presque, parce que ton produit que tu vas mettre sur ton champ, il va être relié
forcément au prix du pétrole, ton gasoil que tu vas mettre dans ton tracteur aussi, et au final tu te rends compte que les engrais aussi, effectivement, et que sans ce pétrole, tu peux plus produire tes champs. Ouais, mais je peux te rassurer de suite, c'est pas juste l'agriculture. Non, c'est pas. Ouais, mais c'est quand même ouf non, mais toute l'industrie de n'importe quoi est toute liée au pétrole. Même ta voiture électrique. Ouais, oui, bien sûr, mais. Comment tu produis du métal de ta voiture électrique? Non, mais je suis d'accord. Comment tu produis mais ça, les c'est pour minéraux? Les grosses industries, mais quand si tu te recentrerais, parce qu'on s'est je vais aller sur un sujet qui est beaucoup plus large, donc je ne vais pas y aller tout de suite, mais pour moi, c'est un côté beaucoup trop lourd peut-être. Un artisan, il a un pétrin. Son pétrin, il est fait comment? Ouais, il a un four. Son four, il est fait comment? Je dis, si on va au bout de la pensée, je dis, présentement, d'abord, pour transformer un matériel, ça prend de l'énergie. Okay? L'énergie qu'on a trouvée présentement, c'est l'énergie du pétrole. Okay? C'est elle qui transforme tout. Ou du charbon. Hein? Donc, je dirais, choisis ton mal, mais l'actualité, en fait, c'est cette réalité. Okay? Maintenant, tu vas me dire, oui, on a des barrages électriques au Québec et puis notre énergie est verte. OK. Béton, il vient d'où? Des barrages, ok. Ouais, donc, je veux dire, on a explosé des montagnes, on a explosé des vallées, on a noyé énormément de terres qui étaient, peut-être pas trop habitées là. Qui aurait pu. Mais non, mais qui avait du végétal. Okay. Ce végétal transformait quand même le carbone en oxygène, hein, et neutralisait du carbone. Là, on l'a noyé complètement, ce végétal, ces forêts. Donc, tu sais, l'énergie verte et l'énergie du pétrole, présentement, toutes les activités, à l'heure actuelle, transforment cette énergie pour réaliser les métiers que nous, on réalise et aussi le métier de l'artisanat du pain. Alors maintenant, j'ai dans notre clientèle des gens encore plus atypiques que ceux que tu ne connais, notamment au lac, qui font du pain dans des huches de bois, dans des pétrins en bois. Oui, comme par exemple la boulangerie, je crois si j'ai vu sur les réseaux sociaux en France, la boulangerie Maurice, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si tu as déjà vu. En France, c'est une boulangerie justement qui est pas mal connue sur les réseaux sociaux quand on est boulanger parce que en fait il a reparti il a des énormes bacs en bois et mais t'en as plusieurs ici au Québec, t'en as deux ou trois. Il refait tout à la main quoi, sans pétrin. Et là c'est vrai qu'on est sur une autre type encore de production et de produit final. Pour revenir au blé ancien, oui. Je disais qu'il y avait plusieurs étapes pour lesquelles je pense que des blés anciens peuvent être reconsidérés. Je parlais d'étapes agricoles qui nous a emmenés dans toutes sortes d'univers. Mais cette étape agricole, en fait, je parlais de la nanonisation des blés. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans l'agronomie, etc. Mais d'avoir des blés hauts a des tas d'avantages. Des avantages comme... exemple, on parlait de la gestion des adventices, donc des herbes indicatives, là, ok? C'est un peu comme dans une forêt. Si tu as une forêt qui est haute, mature, qui a une canopée, tu vas remarquer qu'en dessous, puisqu'il n'y a plus de lumière, tu as très peu de végétal qui pousse. Donc, dans un champ de blé naturellement haut, avec des blés anciens, tu as beaucoup moins de présence d'adventisme. Pour le commun des mortels, on va appeler ça mauvaise herbe, là, ok? Pourquoi? Parce que tu as beaucoup moins de lumière déjà, tu vois? Et des tas d'autres avantages que tu peux avoir comme ça à travers l'agriculture de blés anciens, au point de vue de la résistance aux maladies, au point de vue de la résistance en averse. Les blés anciens qui ont continué, si ces blés-là, au moindre vent, cassés et tombaient comme un gros chêne,
ils n'auraient pas été multipliés naturellement par le paysan. Tu vois? Sélection naturelle. Le paysan, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde chez lui, il regarde chez ses voisins et automatiquement, il va préférer remettre en culture quelque chose qui a réussi. Donc de façon naturelle, le paysan, alors des fois quand tu vois deux choses qui réussissent, ils les mettent ensemble et ils se disent peut-être que ça va faire quelque chose de nouveau. Mieux, ouais. Okay? Non, pas toujours. Mais ça s'appelle de la sélection végétale. Ouais, tu vois? Tester, faire la sélection. Et là, il crée quelque chose. Hein? Mais de façon naturelle, tu l'as dit tout à l'heure, le paysan observait énormément. Il est quand même maintenant courant d'étonner les jeunes agriculteurs à l'intérêt de la Lune sur les semis. Okay? Et là, c'est comme si on était mystique. Okay? Des chamans ou alors que, moi, je cultivais un potager avec mon grand-père. Et mon grand-père, mais jamais semait des plants à la lune descendante, tu vois. On semait toujours les plants, que ce soit de l'ail, de l'oignon, quoi comme, à la lune montante. Okay? Donc, pourquoi? C'est de l'observation. Alors, est-ce qu'il y a toujours de la science, doit toujours expliquer ce qu'on observe dans la nature? Je ne suis pas sûr. Okay? Des fois, il y a des choses qu'on n'est pas capable pour l'instant de comprendre ou qui se font comme ça. On a découvert que la Lune, voilà, on n'a pas toujours besoin. En fait, je pense que c'est ce côté très humain de toujours rechercher le pourquoi du comment, du ci, de ça. Ouais, le pourquoi du pourquoi. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, tu dis, mais ça, j'ai pas eu la réponse, donc c'est du bullshit, en fait. Ah. Alors que pas toujours. C'est juste que pour l'instant, on ne sait pas trop et c'est pas grave. Donc, blés anciens, oui, en agriculture, il y a certains avantages. Évidemment, c'est très compliqué d'aller pulvériser des champs qui font 1,80 m de haut. Hein? Les avions. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui se font avec des avions. Mais c'est ça, la fertilisation, donc la nanonisation a existé pour justement favoriser les méthodes culturales. Okay? Après ça, le marché qui était à l'export aussi a orienté la sélection des grains vers des protéines toujours plus élevées. Et le lien est tout de suite là, protéines gluten, ok. Donc, oui, les blés anciens ont certainement des qualifications de protéines différentes. Okay, qui ont été moins orientées vers la performance de la protéine. Les blés anciens, pour nous, meuniers, hein, sérieusement, je ne peux pas dire que j'ai vu comme des résultats extrêmement différents à utiliser des blés anciens versus des blés modernes. Je ne peux pas dire que ça a été compliqué jusque-là. Okay. Il y en a peut-être qui ont été plus compliqués, mais jusque maintenant, les blés anciens qu'on a utilisés sont très bien passés ici dans la mouture et ont donné les résultats identiques aux blés modernes qu'on utilise. En panification, ceux qu'on a travaillés, évidemment, sont très différents de la panification avec des blés modernes. Il faut juste comme adapter. Mais en fait, c'est comme pour tout. Donc, il faut s'adapter. C'est là qu'il faut... S'il y a une structure de gluten qui est peut-être un peu plus fragile, peut-être être plus poli au pétrissage, peut-être faire un mélange d'eau et de farine qu'on appelle de l'autolyse, hein, pour aider justement la liaison. Donc, il y a à revenir peut-être sur des pratiques. Là, ça demande au boulanger certaines compétences. Une considération, une remise en question aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être perdu ces connaissances-là, qui n'ont pas travaillé pendant longtemps et qui... Parce qu'on regarde aujourd'hui, on a quand même souvent l'image du boulanger, c'est un peu le bourrin, quoi. Celui avec ses grosses mains, il pétrit la pâte, alors que aujourd'hui, tu l'as dit, quand tu as un réseau de gluten qui est fragile, tu dois y aller doucement. Il y en a, tu as des pains, tu peux les travailler. Moi, je me suis pris il n'y a pas si longtemps que ça à réapprendre à pas mettre beaucoup de force quand tu fais tes rabats ou quand tu fais ton façonnage, parce que ton pain, il ne faut pas trop lui donner de force, il ne faut pas trop le toucher, il faut le laisser un peu tranquille, parce qu'il est capable par lui-même, et ça la beauté de la panification, la beauté de notre métier de boulanger, c'est que nous on n'intervient que pas des étapes importantes et clés, mais très légèrement. Et le pain presque de lui-même fait la pâte fait des choses phénoménales.
Et réapprendre, faut pas être un bourrin, faut y aller tout doux là. Tu vois, faut pas trop serrer, faut pas trop si. Et c'est comme un peu décalé de l'image qu'on avait d'avant, le pétrin il va avec ses grosses paires de manches et il pétrit la pâte avec force, quoi. Mais là, c'est une remise en question d'autres typologies de travail aussi. C'est vrai que du blé ancien, souvent, c'est souvent complémentaire au levain, parce que voilà, quand tu as en fait un produit un peu plus exceptionnel entre guillemets sur le sens nutritionnel, etc. Bah, t'as pas envie d'y ajouter de la levure et de faire un pain. Donc là, tu vas y mettre du levain et ça demande d'autres compétences aussi. Ça te demande une autre façon de voir la panification. Et donc tu en viens à avoir une typologie très différente au niveau de travail entre un boulanger qui va utiliser des blés anciens et un boulanger qui va utiliser une farine. Maintenant, le blé ancien n'est pas miraculeux non plus. Non, bien sûr. Non, mais ça dépend toujours de la méthodologie. Bien sûr. Mais après, c'est comme tout. On peut faire des mauvais produits avec des bons ingrédients. Ça va dépendre beaucoup des mains qu'il y a derrière. Et donc, je voudrais revenir sur une chose avec toi. Ma question, c'est quid du prix dans tout ça? Parce que, on l'a dit, les meuneries, faire de la farine sur meule de pierre, c'est un coût un peu plus important. Faire de la farine biologique aussi. Faire des farines sur blé ancien aussi, parce que c'est plus rare, il faut que des agriculteurs le plantent. Comment ça va se passer au niveau du prix, que ce soit pour des artisans, mais aussi pour des industriels qui commencent à s'intéresser et commencent à trouver ça vachement intéressant. Est-ce que le prix est plus élevé? Est-ce qu'il est plus élevé parce que c'est rare aujourd'hui, pour l'instant, la meule de pierre, ou parce que ça va s'améliorer avec le temps, ou est-ce que c'est aux gens de s'habituer aussi à acheter? Quand je te dis quid du prix, tu vois, ça va être autant pour ceux qui vont transformer, donc l'industriel, l'artisan, que pour le consommateur derrière qui va acheter son produit. Est-ce qu'avec le temps, ça va se lisser et ça va descendre un petit peu au niveau des tarifs, ou est-ce que c'est au consommateur peut-être de revoir ses priorités et accepter de payer un peu plus cher pour avoir de la meilleure qualité? Moi, je pense que le consommateur ne devrait pas être pénalisé pour acheter de la bonne nourriture. Exact. Okay? Aujourd'hui, or, quand tu veux acheter une bonne nourriture, malheureusement, qu'elle soit biologique ou non, hein, oui, malheureusement, il y a un écart de prix qui est quand même conséquent. Hein. Je trouve ça dommage. Je pense que... Alors là, c'est plus du politique. Le gouvernement aurait plus à gagner à aider les gens qui font des efforts à faire de la bonne nourriture, plutôt que d'aider les gens qui font du lobbying industriel pour recevoir des subventions colossales pour introduire leur méga-usine parce qu'elles embauchent tant d'employés, etc. Ou parce qu'éventuellement, ça fait bien, politiquement parlant, d'aller couper le ruban d'une méga-usine qui a coûté X centaines de millions, etc. Moi, je pense qu'au point de vue de la santé, alors là, c'est très politique, là, mais au point de vue de la santé globale des citoyens, le gouvernement devrait revoir, alors moi je parle du Québec ici, peut-être même du Canada, devrait revoir, je veux dire, sa façon de traiter la santé, parce que là présentement la santé, on l'apprend à la fin. Oui, c'est quand ça va plus. C'est ça. C'est quand ça va plus qu'on soigne les cancers, qu'on soigne toutes sortes de problématiques. Cardiaque et tout ce qu'on veut, alors que on devrait aider les gens à bien manger, ça c'est la première des choses. On devrait peut-être aider tous les programmes qui aident les gens à faire peut-être plus de sport, mais ça c'est ma vision politique des choses. Oui, non, mais le but c'est aussi ça de cette émission, c'est toi que j'interviewe, c'est toi qui es subjectif, etc. Et c'est important que chacun donne son point de vue. Je pense que puisque nous, on est à la base de l'alimentation, c'est dommage que, parce qu'on supporte des producteurs locaux, qu'on s'engage avec les producteurs à les rémunérer pour qu'ils puissent en vivre raisonnablement, hein, qu'on soit obligé éventuellement de payer plus cher le producteur, donc de facturer plus cher,
le boulanger qui lui reçoit un produit qui coûte plus cher, donc qui va éventuellement vendre un peu plus cher son produit fini. Donc ça, je pense qu'il y a d'abord et avant tout une réflexion politique, gouvernementale, sur la prise de conscience, à savoir où mettre les priorités dans la santé de l'ensemble des citoyens. Maintenant, cette volonté de rendre la chose accessible, elle est constante et elle m'impose à beaucoup de réflexions. Alors, on a démarré ici avec 4 paires de meubles. On s'enligne pour rouler 24 heures sur 24 et bientôt 6 jours et demi par semaine. Parce qu'il faut laisser un peu de temps pour l'entretien, c'est etc. aussi pour le confort aussi de vie des gens qui vont travailler là, et puis pour aussi... Non, mais on pourrait rouler 24 heures, 7 jours, mais à un moment donné, il faut entretenir le matériel. Il faut l'arrêter pour... Si on ne veut pas créer des pannes, ok. Donc, question d'entretien de la machine, on va dire comme ça. Maintenant, c'est évident que au lieu d'avoir 4 paires, j'en aurais 40. J'aurais exactement le même personnel. Pas plus, sauf que je produirais environ 10 fois plus de farine. Okay. J'aurais peut-être un peu plus d'investissement, donc plus d'amortissement, mais il reste que à la tonne, oui. Avec 40 paires, à mon avis, il risquerait d'être un petit peu plus gros que celui-là. Ben oui, bien entendu. Mais tout ça pour dire que, mais j'exagère hein, évidemment, oui, bien évidemment, mais tout ça pour dire que oui, on a eu la chance d'avoir une belle progression, on a eu la chance d'avoir une belle écoute. Je pense que maintenant, avec cette chance-là, on va certainement s'outiller avec un outil encore plus performant. Et l'outil plus performant, ce ne sera pas pour mettre plus d'argent dans nos poches, ça va être surtout pour essayer d'avoir un produit de plus en plus accessible. Et de ce fait-là, au bout de la ligne, j'espère avoir la collaboration des boulangers pour ne pas non plus eux-mêmes continuer à profiter de façon exagérée, mais de répartir la richesse à tous les maillons et de donner l'accès de plus en plus facile à la saine alimentation auprès des citoyens. Ouais, c'est ce qui est dommage. Donc, le prix, alors il faut savoir que là où on se place dans l'industrie, si on est artisan boulanger ou si on est un industriel de la boulangerie, les ratios ne sont pas les mêmes. Quand je parle de ratio, c'est qu'est-ce que coûte la farine sur le produit fini chez un artisan versus un industriel. Qu'est-ce que coûte la main-d'œuvre chez un artisan versus un industriel. Il n'est pas rare d'avoir des ratios de main-d'œuvre chez un artisan de 35%. Okay? Donc 35% du coût du produit vient de la main-d'œuvre. En industrie, à 30% on est mort, à 25% aussi, à 20% on n'est pas bon, à 10, à 15% on commence à parler, à 13% on t'applaudit de deux mains. Mais c'est très... Donc on le voit, et c'est pareil dans les amortissements. Ouais. Dans les amortissements, une usine qui a coûté 50 millions de dollars, à la tonne de produits finis, va certainement coûter beaucoup moins cher qu'une boulangerie qui va investir 400 000 dollars dans une boulangerie. Okay? Même si l'échelle paraît démesurée, c'est la réalité. Donc, il faut relativiser aussi sur l'effet du prix de la farine dans l'artisanat a beaucoup moins d'effet que sur l'industrie. Exact. Ouais, je suis d'accord. Mais comme pour revenir vite fait... C'est une question de budget, c'est une question de calcul. Pour revenir sur le côté politique que tu disais tout à l'heure, moi aussi je trouve ça dommage qu'en fait on doit toujours, ce soit toujours ceux qui prônent le fait de faire des choses meilleures à la santé, qui veulent faire des choses pour le mieux, qui doivent prendre le plus de risques en fait, comparément à d'autres, parce que tu vas toujours dans un chemin un peu plus, plus complexe. Je dirais ce qui est dommage vraiment, c'est que les gens qu'on aurait le plus besoin, malheureusement, au point de vue de la santé, c'est les gens qui ont le moins de possibilités d'avoir accès au sport.
je vais pas reprendre le coût ici de ce que coûte une passe de ski au Massif. Au Massif. Oh non, mais, c'est pas cher. mais il y a des gens qui sont pas capables de se le permettre sans savoir qu'il faut encore s'équiper, etc. Ouais, etc. après, Bon. t'es pas obligé de faire Si on parle du sport pour s'entretenir sa santé, on est obligé de faire du ski au Massif. Je le sais, mais je pense que le sport devrait être subventionné par le gouvernement pour que justement les gens qui n'ont pas la possibilité de se permettre de faire des sports intéressants, c'est sûr que il n'y a rien qui t'empêche de prendre tes deux jambes et de marcher. Hein? Et ça, tout entretien, plutôt que de regarder des heures durant des émissions. Ouais, ça, c'est au niveau de je pense que déjà à ce niveau-là, en fait, il y a un engagement du gouvernement, un désengagement du gouvernement sur la santé, mais pas seulement parce que éventuellement il n'aide pas des gens qui font des produits sains assez suffisamment, mais parce qu'il y a peut-être déjà dès le départ un manque de formation et d'information, que ce soit dans la petite jeunesse ou que ce soit à l'adolescence. Je ne suis pas certain, moi, d'avoir eu plus de 5 enfants qui sont passés par l'école ici locale. Je n'ai pas eu, en tous les cas, la perception ou la connaissance qu'il y avait une information qui était donnée par le système d'éducation sur l'incidence de la sédentarisation. Quand tu as un jeune qui est capable de rester 18 heures en ligne à jouer sur toutes sortes de jeux vidéo. Tu peux perdre jusqu'à plus de 10 ans de durée de vie juste si tu es sédentaire et que tu n'as pas... Donc ça, la malbouffe, parce que lui qui reste devant son ordinateur mange des chips, etc. Après, tu l'as dit, la sédentarisation, la malbouffe, le stress aussi. Beaucoup. On n'en parle pas, mais je trouve que c'est un truc qui stresse la jeunesse, tout ça, qui est de plus en plus stressée, qui a de plus en plus de problématiques. C'est lourd, mis sur les épaules par l'accès aux alcools, à la drogue, etc. Ces choses-là aussi. Et tu te dis qu'au final, on n'était pas si... On est très loin des blés anciens. Hein? Oui, on est très loin, mais ça reste dans le débat lié à la consommation et au prix de la consommation. Mais justement, tu l'as dit toi-même, on s'écarte du sujet, on part sur un côté un peu plus philosophique et un côté un peu plus sociétal. C'est pour ça que je te propose moi de passer tout de suite à cette troisième et dernière rubrique, l'esprit de partage, où là on va pouvoir se plaire à digresser, même si on l'a fait tout le long de l'émission, là de se plaire à digresser. Dangereux ça, dangereux. C'est déjà la fin de cet épisode de Fermente Mieux. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.